Alors, le nerf ulnaire, en fait, est le seul nerf périphérique pour lequel se pose le problème d'instabilité. Ça tient en fait à sa position qui est postérieure en arrière de l'articulation. Il doit donc être doué de capacités élastiques et également de pouvoir coulisser harmonieusement. Lors de la flexion du coude, voilà, j'ai fait un petit rappel sur les aspects biomécaniques. Donc le triceps repousse le nerf en avant. Donc on aboutit en fait à, il y a également un bombement du ligament collatéral médial, on aboutit à une compression physiologique en flexion. Les facteurs favorisants sont, on a vu un petit peu les sports d'armée, de lancer, je les ai rappelés. Les sports également à contrainte en torsion, lutte, judo, etc. Musculation, haltérophilie, les gens qui font du développé couché, prennent des barres très étroites et qui peuvent avoir ce genre de problème. Et puis également des valgus du coude, des appuis répétés en flexion au cours d'activités quotidiennes qui ne sont pas forcément sportives. D'un point de vue biomécanique, la stabilité est assurée du compartiment interne par l'ulna trochlée, qui est une articulation relativement emboîtée, et par le ligament collatéral médial. Les contraintes sont maximales au lancer. On a rappelé tout à l'heure, Gilles Dominet a rappelé les vitesses angulaires de supérieures à 4000 degrés secondes sur certains sports. Donc en phase d'accélération, il va y avoir une forte contrainte en valgus et en extension qui va avoir tendance, chez certains patients, à certains sportifs, à subluxer le nerf. Et également en décélération, mais la décélération concerne plutôt les structures antérieures. D'un point de vue anatomique, il est issu, le nerf ulnaire est issu du tronc supérieur et tronc secondaire antéro-interne par sa branche antérieure. On passera tout à l'heure un petit peu en revue les sources compressives à ce niveau-là. Il devient postérieur à peu près à 8 cm au-dessus de l'articulation en passant sous l'arcade de Streutzer et va s'engager dans la gouttière épithrocléole et crânienne. Une zone de conflit également potentielle entre les deux chefs, huméral et ulnaire, du fléchisseur ulnaire du carpe. Voilà, avec le fascia, l'épaississement du fascia, la réunion des deux chefs du fléchisseur. D'un point de vue clinique, c'est souvent des douleurs médiales du compartiment interne. Les modes de début sont soit rapides, soit insidieux. Le nerf va être parfois luxable dans 15% des cas. Les signes sont essentiellement des signes sensitifs au début, avec des paresthésies, dysesthésie, hypoesthésie. Alors, on a une hypoesthésie qui est une hypoesthésie palmaire et de la branche cutanée dorsale. C'est important de rechercher la branche cutanée dorsale parce qu'en fait, c'est un diagnostic différentiel avec des atteintes palmaires en aval de Guyon, avant la bifurcation de la branche motrice. Et puis, on peut avoir également des déficits moteurs qui apparaissent, qui peuvent apparaître très vite d'ailleurs dans les atteintes du cubital, avec une amyotrophie des interosseux, l'adducteur du 5 qui intervient un peu plus tardivement, déficit des fléchisseurs profonds des 4 et 5, et puis une atteinte des lombricaux qui permettent l'extension de la dernière phalange, et donc on aura en conséquence, sur des phases un peu plus chroniques, une griffe cubitale. Voilà un petit schéma récapitulatif des parties sensitives. Lors des atteintes du nerf ulnaire au coude, il y a un respect du cutané médial de l'avant-bras, et il y a une atteinte donc de la face dorsale et la face palmaire au niveau sensitif. Une amyotrophie du premier interosseux dorsal. En électromyographie, donc on va tester la conduction sensitive du nerf ulnaire, on va mesurer les potentiels sensitifs distaux avec généralement on fait ça en orthodromie, c'est-à-dire qu'en fait on va stimuler en aval et on va recueillir au-dessus de la loge de Guyon. On observe essentiellement une diminution du potentiel sensitif, voire une abolition complète du potentiel sensitif. Sur la branche dorsale, on va stimuler juste au-dessous de la styloïde cubitale et recueillir sur la partie dorsale, avec une diminution aussi du potentiel sensitif. En ce qui concerne la partie motrice, on fait une étude de la conduction étagée, donc on stimule au niveau plexique sur le creusus claviculaire, puis ensuite, au niveau axillaire, ça n'a pas grand intérêt, on stimule au-dessus, en dessous. On peut faire une étude étagée, centimétrique, je pense que ça n'a pas un grand intérêt. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire ça
en flexion, mesure comparative, flexion-extension. Alors, les signes électromyographiques sont essentiellement ceux d'un syndrome canalaire classique, c'est-à-dire une diminution de la vitesse de conduction de la gouttière en dessous de 40 mètres secondes. On peut observer également des blocs de conduction. Alors, un bloc de conduction, ça se présente par... vous avez les trois courbes représentent les zones de stimulation. La courbe du haut, c'est au poignet, sous le coude, au-dessus du coude. Ça correspond en fait à une perte d'amplitude supérieure à 50% du potentiel. Donc il y a à la fois un ralentissement de la vitesse de conduction, mais surtout une perte de charge. Et ça traduit une démyélinisation importante qu'on peut observer aussi dans des neuropathies démyélinisantes. Là, il va y avoir des blocs de conduction, mais il va y avoir plusieurs diminutions d'amplitude sur différentes zones de stimulation du potentiel moteur. Et il y a surtout un ralentissement homogène de la vitesse de conduction motrice. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait des vitesses qui étaient très ralenties localement, alors que là, on a une latence distale qui est très augmentée et un ralentissement homogène. Dans les testings qu'on fait en électromyographie, donc on va tester généralement 3 muscles, hein, l'adducteur du 5, le premier interosseux qui est facile à avoir, et le fléchisseur ulnaire du carpe, donc ce sont des aiguilles monopolaires. Sans entrer dans les détails techniques, on a une diminution du recrutement des potentiels d'unité motrice. Les grands potentiels que vous voyez sont très rapprochés quand on a un muscle qui est sain, quand il n'y a pas d'atteinte neurogène. Là, il y a une raréfaction en fait, des potentiels d'unité motrice et l'apparition de potentiels polyphasiques. Les potentiels polyphasiques sont des potentiels neurogènes typiques des atteintes neuromusculaires. Dans les étiologies, je passe assez rapidement sur les formes traumatiques. Les garrots prolongés, les fractures, les appuis prolongés, calvicieux, compression extrinsèque éventuellement par des kystes synoviaux, des osteochondromatoses, augmentation du volume du tunnel par des tumeurs, des neurofibromes éventuellement, qui sont assez rares. Dans les diagnostics différentiels, au niveau de l'avant-bras, c'est rare, mais on peut avoir par compression prolongée. Le loge de Guyon, c'est tout à fait exceptionnel. La branche palmaire profonde est plus fréquente. Typiquement, il y a une atteinte du premier interosseux dorsal, il n'y a pas de signe sensitif. On voit ça lorsqu'il y a un appui prolongé, genre vélo, kayak, motocross, les carrossiers qui tapent. Donc le nerf est coincé au niveau de l'amatome. Les atteintes hautes, donc les atteintes plexiques de tronc primaire supérieur au tronc secondaire antéro-interne, les atteintes C8-D1, par côte cervicale ou défilé des scalènes. Éventuellement des tumeurs infiltrantes ou compressives, des syndromes de Parsonage-Turner qui sont assez rares en plexique inférieur. Il y a toujours une atteinte associée médian et radial. C'est-à-dire qu'on va avoir une amyotrophie dans le caractère du médian, des signes neurogènes également dans le radial. Les atteintes radiculaires C8-D1 qui sont relativement rares. Et il y a toujours en électromyographie un respect du potentiel sensitif distal qui est lié essentiellement à l'atteinte préganglionnaire du ganglion rachidien postérieur. Le traitement, alors il ne faut pas se précipiter sur un traitement, sachant que le nerf cubital peut récupérer très vite. On a des modes de début assez spectaculaires et une récupération rapide. Ce qui est certain, c'est lorsqu'il y a une amyotrophie des interosseux, on ne se pose pas la question, il faut faire soit une neurolyse simple, soit une neurolyse avec une transposition. Donc on fait une section des différentes structures compressives. On respecte les branches motrices, vascularisation, ça c'est l'intérêt, et on ne déstabilise pas le nerf. La transposition du nerf ulnaire, donc on le passe en avant. Il y a des petits effets secondaires qui peuvent être une atteinte du nerf articulaire. Bon, voilà. D'autres vues chirurgicales de la transposition antérieure, avec une interposition d'un lambeau graisseux. L'instabilité est chirurgicale selon des critères EMG. Alors il y a des classifications mais qui sont relativement imprécises. Là on a des critères qui sont assez simples. Ralentissement de conduction, perte axonale sensitive et atteinte neurogène. Ce qui est sûr, c'est que l'atteinte neurogène entraîne la chirurgie systématique. Les cas particuliers de l'instabilité chez les sportifs de haut niveau, bon, traité ou pas, ça c'est selon d'une part les signes neurogènes et également les douleurs qui sont ressenties par le sujet.